Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour parler avec vous de la synastrie. Alors la synastrie, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en réalité de la comparaison de deux thèmes astraux. Vous savez certainement qu'en astrologie on considère que le thème astral va parler d'une personnalité, va décrire une personnalité tant sur le plan psychologique que physique, hein, et que le thème astral détient en lui finalement à la fois l'origine de la personne ainsi que là où elle va aller, à la fois avec ses capacités, ses possibilités, mais également avec ses difficultés et avec ses faiblesses. On peut considérer d'une certaine manière que le thème astral, c'est-à-dire la carte du ciel tel qu'il était au moment où vous êtes né, où la personne est née, eh bien, est en quelque sorte l'ADN astrologique de la personne. On va trouver dans ce thème astral toutes les informations possibles et imaginables sur une personne, sur un individu. Donc, comme on l'a vu, que ce soit sur le plan à la fois physique et psychologique, mais aussi par rapport à de là où il vient. Même lorsque l'on s'intéresse à l'astrologie karmique, on peut également avoir des informations sur le parcours antérieur, sur les vies antérieures, et également quel est le chemin de réalisation au cours de cette incarnation, au cours de cette vie. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comparer deux thèmes astraux. C'est donc ce qu'on appelle une synastrie. Ça vient du grec syn, réunir, astron, des étoiles. On réunit en fait le ciel de naissance de deux personnes, et bien pour savoir de quelle manière ces deux thèmes astraux vont interagir entre eux grâce aux aspects que vont former les planètes du thème astral central qui est celui de la personne pour qui on réalise l'étude généralement, avec les planètes du thème astral extérieur, comme vous le voyez à la gauche du visuel, qui est le thème astral de la personne avec qui on étudie la relation. Donc sur la droite du visuel, vous pouvez voir la liste des interaspects, c'est-à-dire les aspects réalisés entre le thème astral au centre et le thème astral à l'extérieur. Donc en superposant ces deux thèmes astraux complets, c'est-à-dire la position des astres dans les signes, mais également des 12 maisons astrologiques, on va voir de quelle manière ils vont s'agencer entre eux. Les applications, évidemment, sont diverses et variées. Ça va aussi bien de l'étude d'une relation affective et amoureuse, qu'également l'étude de la compréhension d'une relation amicale. C'est intéressant également dans le travail pour savoir si deux collaborateurs ou deux personnes dans un travail vont s'entendre, de quelle manière elles vont pouvoir échanger, travailler en équipe ou pas. Également en affaires, si vous devez vous associer avec une personne, eh c'est intéressant de comparer vos deux thèmes astraux, le vôtre ainsi que celui de votre potentiel associé, de manière à voir directement quels sont les points qui vont faire que cette association va pouvoir fonctionner, mais également quels seront les points sur lesquels il va falloir faire plus attention ou dans un cas extrême, éventuellement repenser l'association si on ne se retrouve qu'avec des aspects dissonants. Bien qu'on le verra par la suite, mais il faut la psychologie de la relation est quelque chose de très très délicat, de difficile, dans le sens où ce n'est pas parce qu'on va avoir des aspects dissonants que les personnes ne vont pas s'entendre. Cela peut par exemple pour l'opposition donner une complémentarité plus que réellement de la friction. Mais nous verrons tout cela juste après le générique. La première des choses qu'il va falloir regarder lorsqu'on s'intéresse au thème astral et à la comparaison de deux thèmes astraux, eh bien ça va être les deux thèmes astraux pris de manière individuelle, puisqu'évidemment ils vont être à la base de cette comparaison. Ce qui va être intéressant par exemple pour vous, dans le cadre, imaginons, d'une comparaison de deux thèmes pour des raisons sentimentales, des raisons amoureuses par exemple, vous voulez voir si avec votre ami ça va bien se passer ou quels sont les éléments positifs favorables dans une future relation éventuellement, ou qu'est-ce qui pourrait vous opposer, qu'est-ce qui pourrait vous séparer. Donc imaginons, dans ce cas-là, les deux thèmes astraux, eh bien, on va d'abord regarder dans votre thème qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver d'intéressant. Pour cela, on va se tourner vers les planètes personnelles, c'est-à-dire la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus et Mars. On va également s'intéresser, même si ce ne sont pas des planètes, à votre ascendant, c'est-à-dire le début, la pointe de la maison 1, et également au descendant, c'est-à-dire la pointe, le début de la maison 7.
Ce qui est intéressant à regarder, par exemple, dans les thèmes individuels, notamment dans votre thème astral, si par exemple, alors nous allons prendre l'exemple du cadre affectif, du cadre amoureux, mais par exemple pour une femme, vous allez regarder dans le thème d'une femme, son soleil, à quel endroit il se situe. L'endroit où il se situe, ce soleil, bien, ça va vous renseigner, entre autres évidemment, ça va vous donner d'autres informations, mais dans le cadre qui nous intéresse ici, ça va vous renseigner sur l'homme idéal pour cette femme, son époux en quelque sorte. Vous allez regarder également dans le thème de cette femme à quel endroit se trouve Mars. Lui va vous donner des éléments sur l'attirance physique, en quelque sorte le portrait de l'amant de cette femme. Dans le thème astral d'un homme, vous allez regarder la lune, qui elle va symboliser, va vous renseigner sur la femme idéale, donc sur l'épouse que pourrait avoir cet homme. De la même manière, dans le thème de cet homme, vous allez regarder Vénus, qui va vous renseigner sur la femme, quels sont les attributs de la femme qui va attirer physiquement cet homme, c'est-à-dire en quelque sorte le portrait de l'amante. Vous voyez déjà ici que, que ce soit pour un homme ou pour une femme, on va pouvoir déjà voir quelles sont les personnes qui vont les intéresser, qui vont les attirer, à la fois qui vont les attirer sur le plan physique, sur le plan sexuel, mais aussi la personne idéale pour créer un couple, pour créer une complémentarité, quelque chose qui va durer sur le long terme, avoir une relation qui va s'épanouir et qui va être vécue donc dans l'épanouissement et dans l'amour. Ce qui va nous intéresser également, comme nous le voyons, c'est l'ascendant, mais également le descendant, c'est-à-dire la pointe de la maison 7 que nous allons voir tout de suite. Le descendant correspond donc au début à la pointe de la maison 7, c'est-à-dire sur la carte du ciel que vous avez sur la gauche. Vous voyez donc immédiatement à gauche la pointe vers la gauche dans le signe du Scorpion. Ça va être l'ascendant, et donc diamétralement opposé dans le signe du Taureau. Vous retrouvez le début de la maison 7, donc le descendant. Ce que l'on peut voir immédiatement sur ce thème astral, sur cette carte du ciel, c'est donc que le descendant, le début de la pointe de la maison 7, donc, se trouve donc dans le signe du Taureau, que dans cette maison 7, on va trouver le nœud lunaire au sud, mais également Saturne, et par le jeu des maîtrises planétaires, on va pouvoir se rendre compte que le maître de la maison 7, ici, ce sera Vénus. Alors là, je vais peut-être un petit peu vite, mais pour vous dire exactement de quelle manière on va pouvoir regarder ça, c'est-à-dire que, en fait, la pointe de la maison 7, le descendant, va vous renseigner, va vous parler des associations privées, ou professionnelles d'ailleurs. Par extension, elle va aussi vous renseigner sur le futur conjoint, par exemple au travers de son maître, comme nous venons de le voir, qui montre comment vous vivez le couple. Le signe d'ailleurs du maître, donc du descendant, peut correspondre au signe du ou de la conjointe. Donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est notamment les planètes qui vont se trouver dans la maison 7. Les planètes, nous allons voir celle du septénaire, donc si vous voulez mettre sur pause et prendre de quoi noter, je vais vous donner comme ça différents éléments à chaque fois pour l'ensemble des planètes, mais également l'emplacement dans l'ensemble des signes du zodiaque, de manière à ce qu'ensuite, je vous ferai une petite démonstration et qu'ensuite vous puissiez être autonome et que vous puissiez vous-même étudier bien évidemment vos propres synastries. Donc pour ce qui est des planètes dans la maison 7, elles vont influencer la vie de couple, ou l'association, si c'est une association professionnelle. Ça va en fait montrer quels seront les éléments centraux de cette vie, de cette relation. Donc encore une fois, qu'elle soit sentimentale, affective ou professionnelle. En quelque sorte, les planètes de la maison 7, bien que ça va être les ingrédients de la relation. Donc lorsqu'on trouve un soleil en maison 7, bien c'est une association, une union qui va être brillante, qui va être remarquée de l'extérieur, qui va souvent être vue et admirée. Lorsqu'on a la Lune, par contre, qui va être dans la maison 7, eh bien, ça va être une association basée sur la sécurité, l'attachement également à l'époux pour l'homme. Ça va être à l'épouse, pardon, pour l'homme. Ça va être la création de quelque chose autour de la sécurité, du foyer, donc. Si c'est Mercure qui se trouve dans la maison 7, eh bien, il y aura une grande importance de l'activité intellectuelle, des échanges, de la discussion. Si Vénus se trouve dans la maison 7, eh bien, et que nous parlons d'un mariage, par exemple, ce sera un mariage d'amour. Quoi qu'il en soit, ce sera une association qui se fera avec de l'amour, évidemment, si c'est une relation sentimentale, mais qui va se faire avec de la douceur, de la compréhension, avec de la facilité. Si par exemple on a une association professionnelle, eh bien, il y aura peu de disputes, peu de heurts.
Au contraire, c'est une association qui se fera avec beaucoup de diplomatie. Si nous avons Mars dans la maison 7, eh bien au contraire, ça va être basé, cette relation, sur la force, sur la confrontation. Ça va aussi être quelque chose d'une union passionnelle. Dans le cas où nous avons Jupiter, eh bien, dans cette maison 7, ça veut dire que cette union, cette association, va devoir se faire dans un cadre légal, avec un statut social. C'est-à-dire que dans le cadre de la relation amoureuse, eh bien, c'est quelque chose qui va rapidement passer par le Pacs ou par le mariage. Dans le cadre d'une association professionnelle, bien évidemment, ça passera rapidement par la création d'une société avec des statuts et vraiment une reconnaissance légale, avec un cadre donc juridique. Dans le cas où on trouve Saturne dans cette maison 7, eh bien, si c'est un mariage par exemple, ce sera un mariage tardif qui se fera, disons pas dans la première jeunesse, hein, ou ça peut également vouloir dire aussi un mariage avec une différence d'âge importante dans le couple. Si c'est une association professionnelle, c'est quelque chose c'est une association qui va être marquée en tout cas par de la maturité bien évidemment, mais aussi par du sérieux, de la responsabilité, mais également de la durée, de la fidélité. Quelque chose de très important. Les éléments que je viens de vous donner pour l'association professionnelle valent également pour la relation amoureuse. Dans le cas d'un Saturne en maison 7, eh bien, on va avoir le cas d'une personne pour qui la fidélité est une valeur importante. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est de voir dans quel signe du zodiaque va se trouver la maison 7. Dans le cas qui nous occupe ici, la maison 7, la pointe de la maison 7 se trouve donc dans le Taureau. Mais je vais vous énumérer rapidement, évidemment on pourrait aller beaucoup plus loin, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, mais ce que je vous donne là, ce sont des clés essentielles, des clés de base, pour que vous puissiez débuter les interprétations de synastrie facilement et rapidement. Évidemment après, vous pourrez vous tourner vers des livres beaucoup plus complets pour approfondir le sujet et pour approfondir la question si vous le souhaitez. Mais déjà avec ce que je vous donne ici, vous aurez quelque part un kit de départ, on va dire, qui vous permettra d'être autonome en matière d'interprétation de synastrie. Donc lorsqu'on a la cuspide, la pointe de la maison 7 qui se trouve en bélier, ça va vous... En tout cas, la pointe de la maison, pardon, j'allais un petit peu vite, mais la pointe de la maison, simplement, en signe, va vous parler du conjoint, de la personne avec qui vous vous associez. Donc lorsque cette pointe de maison 7 est en bélier, ça veut dire qu'on a besoin de penser à soi en premier, ou qui parle également d'un conjoint indépendant, parfois même autoritaire. Lorsque, comme c'est le cas ici, dans le thème de démonstration, nous avons la pointe de la maison 7 qui se trouve en Taureau, eh bien, nous avons une union qui est stable, qui est basée sur la sécurité et sur la durée, mais également sur les plaisirs, puisque le Taureau est comme nous le verrons un petit peu plus tard avec la maîtrise, mais c'est le domicile de Vénus. On a aussi une union qui est basée sur des plaisirs, mais des plaisirs terrestres. On n'est pas sur des choses spirituelles ou même sur le plaisir physique. On est sur beaucoup plus une relation basée sur la sensualité, par exemple, dans le cadre évidemment de l'association sentimentale. Lorsqu'on a une pointe de maison 7 en Gémeaux, eh bien, on a de nombreux rapports fraternels, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, mais aussi parfois une certaine dualité dans le couple. Lorsque la pointe de la maison 7 se trouve en Cancer, eh bien, on a un conjoint qui est attaché au foyer, à la famille, mais également à toutes ces notions-là de foyer, à la maison également, à l'habitation. Lorsque la pointe de la maison 7 se trouve en Lion, on va avoir besoin d'admirer son conjoint, on va avoir besoin de quelqu'un qui brille. Il faut faire attention également à un certain conservatisme dans ce cas-là. Lorsque la pointe de la maison 7 se trouve dans le signe de la Vierge, on va avoir alors un conjoint avec un esprit pratique et tourné vers l'aspect matériel. Le quotidien est alors extrêmement important. La pointe de la maison 7 dans le signe de la Balance va signifier un besoin de plaire, mais également de s'associer, une facilité à faire des compromis, c'est-à-dire que vous allez avoir un conjoint qui va facilement aller vers l'union, vers l'association. De la même manière, pour une association professionnelle, c'est quelque chose qui est très intéressant. Lorsque vous avez une personne avec la pointe de sa maison 7 dans le signe de la Balance, parce que c'est typiquement le signe de l'association à la fois stable, de l'association équilibrée, mais aussi de l'association qui dure dans le temps. Lorsque la pointe de la maison 7 se trouve dans le signe du Scorpion, alors vous vous tournerez certainement vers un conjoint avec une très forte personnalité, qui va peut-être manquer de diplomatie, avec une certaine susceptibilité en tout cas. Les rapports se feront de manière instinctive, mais attention parce qu'évidemment sur un mode tout à fait passionnel.
Lorsque la pointe de la maison 7 se trouve dans le signe du Sagittaire, eh bien, c'est une union qui va se faire, une association qui va se faire avec une personne qui aura des liens souvent avec l'étranger. C'est une association également qui pourra se faire avec une personne qui vous aidera à acquérir une ouverture d'esprit supplémentaire, qui vous aidera à vous tourner vers un élargissement de vos horizons sur le plan philosophique, spirituel, mais aussi des jugements que vous pouvez porter sur les choses et sur les gens, également le regard que vous pouvez porter, l'importance que vous pouvez porter aux jugements qui sont portés sur vous-même. Lorsque donc, vous avez la pointe de votre maison 7 qui va se trouver dans le signe du Sagittaire, eh bien, votre conjoint va vous amener à réfléchir, à progresser, à avancer sur ces différentes notions. Lorsque la pointe de la maison 7 donc, se trouve dans le signe du Capricorne, à ce moment-là, il y aura une grande importance des principes, voire même parfois une certaine rigidité par rapport à l'éducation. Vous vous tournerez en tout cas vers un conjoint qui sera sérieux, solide et fidèle. Lorsque la pointe de la maison 7 se trouvera dans le signe du Verseau, dans ce cas-là, les rapports seront indépendants avec un grand besoin de tolérance et de liberté. D'une certaine manière, vous aurez plus facilement vous tournerez plus facilement vers un conjoint original qui sort des sentiers battus, voire même dans certains cas et en fonction du thème, vers quelqu'un un petit peu marginal. Enfin, lorsque la pointe de la maison 7 se trouve dans le signe des Poissons, vous vous tournerez vers un conjoint qui sera extrêmement sensible, quelqu'un avec beaucoup d'empathie, quelqu'un aussi qui peut être impressionnable, attention, mais par contre avec une certaine faiblesse au niveau de la rationalité. Quelqu'un qui sera beaucoup plus donc, dans la sensibilité que dans la réflexion, l'analyse et la rationalité. Quoi qu'il en soit, ce sera certainement une personne avec un sens du dévouement très fort et très profond. Nous allons maintenant revenir sur le maître de la maison 7. Pour cela, je vous invite à regarder le petit dessin qu'il y a en bas à droite du visuel. Il représente simplement les maîtrises planétaires. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus, si vous ne le savez pas, c'est une notion extrêmement importante en astrologie. Là, je vais vous parler des maîtrises des planètes dans les signes au vu de l'astrologie traditionnelle, c'est-à-dire que nous ne parlons que des planètes du septénaire, donc de la Lune, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Nous ne parlons pas des transsaturniennes. Elles n'apparaissent pas ici dans les domiciles. Nous ne parlons donc pas d'Uranus, de Neptune et de Pluton, puisque certains auteurs plus récents leur ont attribué les domiciles, mais pour cela, évidemment, il a fallu plus ou moins chasser les anciens occupants, on va dire, bien que pour ma part, je sois à la limite dans certains cas, plus enclin à avoir des domiciles conjoints entre les planètes, parfois transsaturniennes, mais en aucun cas, je ne vous recommande de supprimer certaines planètes du septénaire de leur domicile traditionnel. Ce serait vraiment à mon sens, une aberration. Donc, ce qui est important de voir sur ce petit diagramme, c'est que chaque astre du septénaire, donc, que vous voyez au-dessus, va avoir deux domiciles, un domicile diurne et un domicile nocturne. Donc Saturne aura son domicile dans le Verseau et dans le Capricorne, Jupiter dans le Sagittaire et dans le Poisson, Mars aura son domicile dans le Taureau également, dans le signe du Scorpion, Vénus aura son domicile en Taureau et en Balance. Mercure, quant à lui, aura son domicile en Gémeaux et en Vierge. Les deux luminaires, le Soleil et la Lune, font exception, ils n'ont qu'un seul domicile. Le domicile de la Lune étant le signe du Cancer et le domicile du Soleil étant le signe du Lion. Donc ce que je veux dire par le maître, c'est-à-dire que pour chacune des pointes des maisons, vous allez voir comment les domaines régis par la pointe de cette maison, donc par cette maison, comment est-ce que vous allez les vivre? Eh bien, vous allez regarder le maître de cette maison, c'est-à-dire la planète qui maîtrise, qui gouverne, le signe dans lequel se trouve la pointe, le début de cette maison. En l'occurrence, on s'intéresse au descendant, donc à la maison 7. La pointe de la maison 7, comme vous le voyez à droite de cette carte du ciel, se trouve dans le signe du Taureau. Quand vous regardez le petit diagramme en bas à droite, le signe du Taureau est le domicile, l'un des domiciles de Vénus. Donc, en l'occurrence, le maître du descendant, le maître de la maison 7, sera Vénus. C'est intéressant de regarder le maître de la maison 7 parce qu'il va vous indiquer comment va se faire cette relation ou comment va s'établir cette union. Dans le cadre donc d'un maître de la maison 7 dans le signe du Bélier, ce sera souvent une union rapide et impulsive. Dans le cas du Taureau, ce sera au contraire quelque chose qui va se faire dans la sécurité et dans la stabilité.
Dans le Gémeaux, ce sera au contraire beaucoup plus instable, un petit peu dilettante, en tout cas avec beaucoup plus de légèreté. Quand le maître de la maison 7 se trouve dans le signe du Cancer, au contraire, les valeurs familiales seront au centre de la relation. Ça pourra même se faire une rencontre dans le cadre ou du foyer, de la maison, ou parfois en se tournant vers des choses, vers le passé, vers les traditions notamment, vers l'histoire. Lorsque le maître de la maison 7 se trouve dans le signe du Lion, il va y avoir une notion importante de réussite dans cette relation, dans ce couple. Lorsque le maître de la maison 7 se trouve dans le signe de la Vierge, il va y avoir une notion de service de l'autre, voire même de routine qui va s'installer dans cette relation, dans ce couple. Lorsque le maître de la maison 7 est dans le signe de la Balance, cette relation sera au contraire plutôt douce, plutôt agréable. La beauté sera un élément important notamment de cette relation, mais également la douceur et l'équilibre. Si on parle d'une relation professionnelle, d'une association, eh bien l'équilibre sera quelque chose de très important dans cette association. Lorsque le maître de la maison 7 se trouve dans le signe du Scorpion, les choses vont se faire de manière passionnée, mais parfois avec du tourment, et quoi qu'il en soit, une certaine possessivité. Lorsque le maître de la maison 7 est dans le Sagittaire, comme nous l'avons vu, ce signe est en lien avec l'étranger, avec le voyage. Donc ça va colorer très certainement la relation à l'autre, votre association. Lorsque le maître de la maison 7 se trouve en Capricorne, l'ambition sera certainement, l'ambition sociale, l'ambition, la réussite, sera certainement au cœur des préoccupations de cette union. Lorsque la pointe de la maison 7 se trouve en Verseau, il va y avoir de l'indépendance dans cette relation, dans ce couple, un grand besoin de liberté. Lorsque le maître de 7, enfin, se trouvera dans le signe des Poissons, eh bien, ce sera plutôt une relation basée sur l'empathie, sur le dévouement. Il faudra cependant faire attention au risque de désillusion dans le domaine de cette association ou dans le domaine sentimental, si on parle d'une association, d'une relation sentimentale. Voilà ce que l'on pouvait dire et les informations que l'on peut tirer du thème astral individuel, puisqu'encore nous y revenons, mais avant de parler de comparer deux thèmes astraux, il est quand même important de regarder ce qui a rapport à l'association à l'autre au sein d'un thème astral, ou des deux thèmes astraux pris séparément. Ce n'est qu'ensuite, une fois qu'on aura vu vers qui naturellement et comment naturellement les deux protagonistes se tourneront vers l'autre, une fois que l'on aura vu cela, eh bien on va pouvoir voir de manière spécifique comment ces deux individus vont pouvoir interagir entre eux. Donc voilà pourquoi il était extrêmement important de regarder ces éléments individuels, sur les thèmes astraux, donc individuels. Bien sûr, pour une analyse complète de la dimension relationnelle, il aurait fallu analyser de la même manière la maison 5, qui vous aurait parlé de la relation amoureuse, la maison 11 par exemple, pour les amitiés et surtout la relation de groupe, mais également la maison 4 qui vous aurait renseigné sur l'aspect familial et sur le foyer. Mais cela aurait été poussé beaucoup plus loin et aurait pris beaucoup trop de temps. Nous avons déjà vu ici les éléments essentiels de la façon dont la personne dont vous étudiez le thème va aller vers l'autre et va s'associer, encore une fois, quel que soit le type évidemment d'association. Une fois maintenant que nous avons vu de manière individuelle dans chacun des thèmes les éléments qui nous donnent des informations, qui nous renseignent sur la manière de s'associer à l'autre, on va pouvoir regarder maintenant comment interpréter la comparaison de ces deux thèmes. Cette comparaison, elle va se faire en fait en affichant, je vous en ai parlé au début, les interaspects formés entre les astres et également les points tels que les ascendants, descendants, milieu du ciel et fond du ciel, des deux thèmes que l'on a à comparer. On va s'intéresser à des aspects étroits, c'est-à-dire avec une orbe de 2 degrés. L'orbe, je vous en avais parlé sur une précédente vidéo, vous le voyez ici lorsqu'on parle d'aspects et d'interaspects, puisqu'en fait les interaspects ce sont les 5 aspects majeurs, la conjonction, le sextile, le trigone, le carré et l'opposition, mais au lieu de parler des aspects au sein d'un même thème astral, nous allons parler des aspects un petit peu comme on le fait par exemple sur l'étude d'une carte des transits. On va parler de la comparaison d'un thème qui est affiché au centre avec une carte du ciel extérieur. Dans le cas des transits, c'est le ciel à un instant T. Et bien dans le cas d'une synastrie, c'est le ciel de naissance de la personne dont on étudie la relation.
Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder les aspects que vont former les deux thèmes entre eux. Ça va nous renseigner sur la manière dont vont pouvoir interagir les deux personnalités, les deux personnes en question. Donc on a la conjonction toujours qui est un aspect neutre, c'est-à-dire un écart angulaire de 0 degré. On a les deux aspects harmoniques, c'est-à-dire qui vont associer les influences de façon positive, favorable. Le sextile avec un angle de 60 degrés et le trigone avec un angle de 120 degrés. Et les deux aspects dissonants, c'est-à-dire qui, eux, vont associer les influences, les énergies, de manière plutôt difficile, délicate, voire éventuellement négative, que sont le carré avec un angle de 90 degrés et l'opposition avec un angle de 180 degrés. Sachant que lorsqu'on parle de synastrie, il faut être très prudent, puisque par exemple l'opposition va pouvoir parler de complémentarité, là où la conjonction va parler effectivement d'une relation qui pourra être fusionnelle, mais qui à un moment donné pourra être un petit peu vide, puisque ça manquera quelque part de piment, de piquant, le piquant pouvant être amené dans le cas d'une synastrie, notamment par le carré. Donc c'est vrai que là, cette notion d'aspect, alors déjà de positif et de négatif en astrologie, c'est vraiment très relatif. C'est souvent une manière de prendre des raccourcis, puisqu'en fait, il n'y a rien d'un point de vue absolu qui soit positif ou négatif. C'est une façon de présenter les choses pour simplifier un petit peu. Mais là, dans le cadre de la synastrie, on se rend bien vite compte que cette simplification à laquelle on a recours habituellement eh bien, touche ses limites, puisque un aspect dit dissonant, donc négatif comme l'opposition ou le carré, dans le cadre d'une étude d'un couple par exemple, eh bien, pourra amener des éléments intéressants qui vont permettre aux gens de s'entendre et d'avoir une relation qui va pouvoir durer dans le temps et s'épanouir, se développer dans le temps, au lieu de quelque chose qui serait trop idyllique dès le départ, mais qui finalement finirait par tourner en rond au bout de quelques mois ou de quelques années, pour au final finir dans la nuit et la routine la plus totale, si on n'avait que des conjonctions ou des aspects harmoniques. Donc vous voyez là qu'en matière de synastrie, il est plutôt difficile de se prononcer en disant si deux personnes vont bien s'entendre ou pas. En revanche, on va pouvoir voir de quelle manière elles vont s'entendre, c'est-à-dire qu'on va parler plus d'une gradation plutôt qu'une réponse binaire oui-non. Quoi qu'il en soit, en astrologie, le oui-non est très compliqué, et de manière générale, lorsqu'on étudie des choses, des sciences humaines comme la personnalité, comme la psychologie d'une personne, il est vite impossible de décrire les choses en termes binaires de oui, de non, de mauvais, de bon, de négatif et de positif. On se rend compte très rapidement qu'on rentre dans quelque chose de plus complexe, ce qui ne veut pour autant pas dire plus compliqué. C'est vraiment une distinction à faire. L'astrologie n'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de plutôt logique. En revanche, c'est une matière dans laquelle on a rapidement intérêt à faire intervenir la notion de complexité pour ne pas prendre des raccourcis qui en fait fausseraient complètement l'analyse. Donc on voit ici la description de ces aspects. Quand je vous disais une orbe, si à la conjonction on a un écart angulaire de 0 degré, eh bien un écart angulaire jusqu'à 2 degrés est accepté. Par exemple pour le carré, évidemment si le soleil de la personne au centre de la carte, par exemple, fait un angle de 91 degrés avec la lune de la personne dont le thème est extérieur à la synastrie, eh bien on considérera que le carré est là parce que on a un carré, c'est-à-dire 90 degrés à 2 degrés près, on va dire. Voilà. Donc le sextile, évidemment, 60 degrés, de 58 degrés jusqu'à 62 degrés, pareil pour le trigone et pour l'opposition, bien sûr. Si je vous dis cela, c'est parce qu'en général, quand on étudie le thème d'une personne, l'orbe, l'écart que l'on accepte avec l'aspect exact est beaucoup plus large, et dans le cadre des comparaisons de thèmes, mais c'est aussi vrai finalement pour les transits, on utilise un orbe resserré à 2 degrés. Donc l'astrologie, comme on le disait, va nous permettre de mettre à l'évidence des points communs, des visions complémentaires ou même des éléments d'antipathie entre deux personnes. Mais les rapports humains, évidemment, comme on l'a vu, sont complexes. Les unions et les amours ne sont pas toujours basés finalement sur une parfaite entente, puisque comme on vient de le voir, la parfaite entente dès le départ, s'il n'y a que ça, eh bien, peut tourner à la routine assez rapidement, voire même à l'ennui. Donc on va déjà, avant de parler de complexité, venir sur une façon assez simple, essentielle, qui n'est pas forcément fausse, mais qui ne se suffit pas à elle-même pour déterminer le rapport que vont pouvoir entretenir deux personnes. Vous le connaissez peut-être déjà, ce sera en comparant pour notamment le soleil, mais on peut le faire aussi pour la lune et pour l'ascendant par exemple, en comparant les éléments et le mode.
on va pouvoir assez rapidement, et notamment en connaissant le signe solaire ou le signe lunaire ou l'ascendant de la personne, et bien voir déjà par rapport à une autre personne ou par rapport à vous-même, quels seront a priori comme ça les premiers éléments de comparaison. Pour cela, nous allons parler uniquement du signe solaire pour simplifier, mais vous pouvez le faire également avec le signe lunaire, c'est-à-dire le signe dans lequel se trouvait la Lune au moment de la naissance de la personne, et également pour l'ascendant. Ce sont les trois éléments vraiment déterminants de base lorsqu'on étudie le thème d'une personne, avec éventuellement le maître d'ascendant qui a aussi une très grande importance. Évidemment, un thème astral ne se réduit pas à ces 3 ou 4 éléments-là, mais déjà lorsqu'on a cela, et avec éventuellement les nœuds lunaires, on a déjà quelque chose... On a dégagé des éléments essentiels d'une personnalité, même si évidemment ce n'est pas suffisant pour établir un thème astral complet. Mais prenons l'exemple du Soleil, par exemple. Vous voulez comparer l'entente qu'il peut y avoir entre vous-même et une tierce personne, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, amoureux, professionnel, quel que soit le domaine. Et vous allez voir, vous allez demander à cette personne-là quel est son signe, vous, votre signe astral, vous le connaissez, bien évidemment, et on va pouvoir déterminer, grâce au petit tableau que vous avez sous les yeux, eh bien, s'il va y avoir une entente, déjà, a priori, comme ça, ou au contraire, plus de la friction. Donc, dans le cas d'un signe identique, on va avoir une certaine complémentarité, c'est-à-dire qu'il va y avoir un aspect qui va se compléter. Comme on l'a vu précédemment, ça peut être délicat dans un certain sens, comme être au contraire positif et favorable. La complémentarité va pouvoir s'obtenir finalement de deux manières, soit par la conjonction, c'est-à-dire dans le même signe, ou par l'opposition. Finalement, l'opposition en elle-même est plus intéressante dans la mesure où il va y avoir stimulation des deux personnes, c'est-à-dire par exemple que si vous êtes Gémeaux par exemple, eh bien, une personne qui va être Sagittaire, vous allez pouvoir vous compléter d'une certaine manière. Vous serez très différents, ce sera deux personnalités évidemment différentes, d'où l'opposition, mais qui vont pouvoir s'apporter l'une l'autre, se stimuler l'une l'autre. Dans le cas de deux Gémeaux, eh bien, de deux personnes qui auront le même signe, eh bien, ce sera plus difficile puisqu'une vision, effectivement, une façon de voir les choses, d'agir, une détermination, une volonté commune, mais à un certain moment, eh bien, on peut... Comment dire, on peut le comparer finalement avec les discussions si vous ne discutez qu'avec des gens qui sont d'accord avec vous. C'est sympa évidemment dans les premiers temps, mais on a vite fait le tour et ça peut finalement vite être ennuyeux. Alors que discuter avec une personne, évidemment de manière respectueuse, mais avec une personne qui ne pense pas comme vous, bien au contraire, c'est très intéressant parce que ça permet de sortir d'une part de sa zone de confort et puis ça peut créer une véritable émulation, une véritable synergie. En dehors de ce cas de la complémentarité, à l'extrême avec la conjonction et de manière plus intéressante avec l'opposition, on a le cas des ententes dites harmonieuses, c'est-à-dire un signe de même élément, qui représente en fait un trigone ou un sextile. C'est-à-dire que par exemple, si votre signe est un signe le Gémeaux par exemple, un signe d'air, eh bien, vous allez vous entendre particulièrement bien avec d'autres personnes dont le signe est un signe d'air, donc avec par exemple les balances et les verseaux. Et ainsi de suite. Vous le voyez sur la gauche, vous avez les correspondances entre les signes des 12 signes du zodiaque et les éléments. Ça, si vous avez pris de quoi noter, c'est intéressant aussi de le garder, parce que c'est quelque chose de déterminant. Les éléments et les modes, c'est des choses qui permettent de définir les 12 signes du zodiaque. Ça, avec les maîtrises, vous avez les éléments essentiels à connaître et à retenir et à savoir par cœur à la limite en astrologie. Une fois que vous avez ça, il n'y a plus grand chose à savoir par cœur finalement. Après, tout le reste n'est que correspondance et déduction. Et évidemment, exercice pratique, on va dire. Le cas contraire, c'est les ententes plus difficiles, la friction. Dans ce cas, ce sont des signes de même mode, qui sont séparés souvent de 90 degrés, souvent, c'est-à-dire par des carrés, des aspects un petit peu plus dissonants. Bien que, comme on l'a vu, ce n'est pas parce qu'il y a friction qu'il va y avoir antipathie, bien sûr, mais ça permet déjà de donner un élément. Par exemple, si vous êtes Gémeaux, on va dire, on reprend le même exemple, eh bien, quelqu'un dont le signe sera mutable, comme par exemple la Vierge, le Sagittaire ou le Poisson, eh bien il va y avoir de la difficulté à s'entendre, il va y avoir une certaine friction. Vous pouvez faire encore une fois cet exercice avec le signe lunaire et avec l'ascendant. Ça va donner déjà un premier élément extérieur simplifié. C'est finalement une approche un petit peu simple que l'on voit des fois passer comme ça sur les réseaux sociaux ou rapidement sous forme de visuel. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais en revanche, ce n'est pas suffisant pour tirer une conclusion définitive. C'est pour cette raison que je vais vous donner maintenant la signification des 10 astres, des 10 planètes
que l'on utilise dans les synastries. Et ensuite, nous parlerons de l'interprétation des aspects. De cette manière-là, vous pourrez voir comment faire la jonction entre l'interprétation des planètes et les aspects qui les lient. Nous allons maintenant regarder ensemble, voir ensemble quelles sont les influences, les interprétations que l'on peut donner aux 10 astres que l'on utilise en astrologie, en incluant les planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, dans le cadre de la synastrie. Donc les éléments que je vais vous donner là, les interprétations que je vais vous donner là, sont à retenir uniquement dans le cadre de la synastrie. Donc, lorsqu'on étudie une synastrie, le Soleil en général va parler de volonté, d'affirmation de soi, d'envie, d'atteinte des objectifs et de l'objectif que l'on peut avoir, que l'on peut visualiser, que l'on peut projeter dans sa vie. Parle également de l'image masculine. La Lune, quant à elle, va vous parler de sensibilité, d'émotion, d'humeur, également des besoins que vous pouvez avoir, par exemple le besoin de sécurité. C'est également quelque chose qui va parler de la figure féminine, lorsqu'on parle de comparaison et de synastrie. Mercure va parler d'intelligence, de pensée, d'activité intellectuelle, d'échange, de discussion, de communication, de dialogue, finalement. Vénus, par contre, va parler de comment est-ce qu'on ressent et comment est-ce qu'on exprime les sentiments, la vision de l'amour, la capacité et la manière à vivre finalement cet amour. Mars, quant à lui, va vous parler de désir physique, de sexualité, mais également de la manière d'agir, de se projeter dans l'action. Jupiter vous parlera des soutiens que vous pouvez obtenir, de la confiance, mais également de la chance, de la facilité qui peut accompagner l'existence et la vie. Attention, Jupiter parle également des excès, des problèmes également de jugement, et peut aussi mettre en avant une relation dans laquelle il va y avoir un déséquilibre, notamment avec quelqu'un qui va profiter de l'autre. Saturne, quant à lui, va parler au contraire de quelque chose de durée, de stabilité, de sérieux, de responsabilité, de solidité, mais aussi de lenteur. Donc cette lenteur, dans certains cas, peut apporter de la frustration, voire du blocage. Mais bien souvent, il s'agit de quelque chose qui est formateur et qui permet d'apprendre par la difficulté, par l'épreuve certes, mais qui permettra d'avancer et d'apprendre et quelque part de gagner en maturité. Uranus, quant à lui, va parler de tension, de dynamisme. C'est une planète qui met en mouvement, donc d'une certaine manière qui peut aussi provoquer du stress, qui apporte des changements en général brusques, inattendus, et qui parle également de manière indépendante de vivre les choses. Neptune, va parler de fascination, d'exaltation, va vous renseigner sur les idées élevées, notamment les idéaux. Va vous parler aussi de spiritualité, attention, ça peut aussi indiquer de l'illusion, une certaine instabilité. En revanche, Neptune parle également de l'intuition des choses, c'est-à-dire de quelle manière on va les ressentir, plus que la manière dont on va les conceptualiser. Enfin, Pluton va vous parler des passions, même des pulsions, des instincts primaires. Pluton est également une planète qui parle de transformation profonde. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'elle intervient, il faut faire attention parce que c'est une planète très lente, on y reviendra à la fin dans la mise en garde générale. C'est une planète très lente, donc les conjonctions de Pluton sont assez évidentes, donc il ne faut pas vraiment y prêter une grande attention, mais d'autres aspects, notamment avec les pointes des maisons, peuvent être intéressants dans la mesure où Pluton apporte quand même quelque chose en général de vraiment de profond et de radical. Maintenant que nous avons vu la signification des 10 planètes que nous utilisons en astrologie, nous allons voir de quelle manière elles peuvent s'associer au travers des 5 aspects principaux de l'astrologie. Nous allons commencer par la conjonction qui signifie donc une osmose dans la manière de voir ou de faire. On pourrait l'apparenter par exemple à la citation de Saint-Exupéry qui dit que l'amour finalement ce n'est pas se regarder l'un l'autre mais c'est regarder ensemble dans la même direction. Et bien typiquement c'est ce qui se passe dans le cas où vous avez 2 planètes conjointes avec la personne avec qui vous comparez le thème. Encore une fois on parle d'interaspect, c'est-à-dire d'aspect entre la planète de la personne d'une personne et d'une autre personne. C'est-à-dire entre la carte du ciel qui est placée au centre de la synastrie et celle qui est placée à l'extérieur. Ce sont ces aspects-là que l'on étudie. Donc la conjonction, effectivement, va parler d'une façon harmonieuse certes, mais même fusionnelle de voir les choses. On a le cas également de l'opposition, qui elle va être une complémentarité dans l'approche. Ça crée souvent une attirance, même s'il peut y avoir du coup des heurts et des échanges parfois un petit peu vifs en fonction
du nombre d'oppositions que l'on va trouver dans la synastrie, mais également des planètes impliquées. Il est évident que lorsque Mars est en opposition, on va avoir quelque chose de beaucoup plus vif qu'une planète, par exemple, comme Mercure. Dans le cadre, par exemple, de la relation entre deux planètes harmonieuses, on a le trigone ou le sextile, hein, qui va donner une relation avec beaucoup de douceur, idéale en apparence, mais attention, encore une fois, au risque d'ennui et au manque de stimulation mutuelle dans un tel couple. C'est-à-dire que, imaginez que vous étudiez la synastrie entre votre thème et le thème d'un compagnon ou d'une compagne potentielle, quelqu'un que vous avez rencontré par exemple, et que dans ce thème vous n'avez que des conjonctions et que des sextiles et des trigones. On peut se dire au premier abord, super, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Bien en fait, c'est quelqu'un avec qui vous avez surtout de fortes chances de beaucoup vous ennuyer. Au premier abord, effectivement, ce sera magique, mais très rapidement, ça va vite tourner court et ça va être fade et plat finalement. Pour qu'une entente se passe bien, on aura au moins besoin d'un certain nombre d'oppositions, voire finalement même de conflits pour venir pimenter les choses. Après, évidemment, les modes relationnels, il y en existe un certain nombre, ils ne sont pas tous identiques, et comme on l'a vu notamment avec l'étude du thème individuel, ça permet déjà de connaître la relation qui vous convient à vous, le type de relation qui vous convient à vous, et finalement, vous allez pouvoir voir si les interaspects vont aller dans le sens de ce qui vous correspond, ou au contraire, quelque chose qui ne vous convient pas. Enfin, après l'harmonie représentée par le sextile, le trigone, nous avons le conflit, qui est symbolisé par le carré, donc un angle de 90 degrés sur la carte du ciel, il y a soit de l'attirance, en fait, soit une attirance très forte lorsqu'on a un carré, soit au contraire une répulsion. C'est très difficile de juger sur un carré. Évidemment, lorsqu'on a un ensemble de carrés qui domine sur une synastrie, ce sera plutôt néfaste, plutôt négatif. Ce sera, même s'il vient à y avoir un couple qui se crée, ce sera un couple vraiment qui pourra presque s'autodétruire au bout d'un moment, très destructeur pour ceux qui prennent part, pour les deux personnes, les deux protagonistes du couple, puisque quelque chose qui sera basé finalement que sur de la friction, que sur de l'opposition, donc quelque chose qui peut exister évidemment, on connaît tous des couples qui existent sur ce mode-là, mais quelque chose de pas forcément épanouissant pour les deux protagonistes. Dans une certaine mesure, c'est quelque chose effectivement qui est basé sur la passion, mais en fonction du nombre de carrés que vous trouvez à la synastrie, on atteint une telle démesure dans le rapport finalement que c'est plus destructeur finalement qu'autre chose. Donc voilà ce qui est important de voir. Nous avons vu dans un premier temps l'interprétation individuelle des 10 planètes dans le cadre d'une synastrie. Nous venons maintenant de voir comment est-ce qu'on peut interpréter les 5 aspects majeurs dans le cadre toujours de la synastrie. Cela va vous permettre, on va voir maintenant dans un second temps, comment est-ce qu'on met tout ça ensemble et de quelle manière vous allez pouvoir tirer des conclusions et analyser par vous-même une synastrie. Donc maintenant que nous avons vu tous ces éléments pris séparément, nous allons voir, dans le cadre de l'étude d'une carte de comparaison, d'une synastrie, comment est-ce qu'on va procéder. Quelle est la méthode? Alors, dans un premier temps, il faut disposer de la carte de comparaison, comme vous voyez à gauche ici sur le visuel, et à droite la liste des interaspects, c'est-à-dire des aspects entre la carte du ciel central et la carte du ciel extérieur. Première des choses est de lister d'un côté les aspects harmoniques, trigone et sextile, de lister également les aspects dissonants, opposition et carré, enfin de lister les conjonctions, car c'est finalement les conjonctions c'est l'aspect qui a le plus de poids, qui a le plus de force et qui est le plus représentatif. À l'exception des transsaturniennes, puisqu'elles se déplacent vraiment tellement lentement que les aspects il faut vraiment être beaucoup plus prudent avec ça, notamment avec les conjonctions. On peut déjà se faire un premier avis en fait des différents déséquilibres qu'il va apparaître. Est-ce qu'on a une majorité d'aspects harmoniques, d'aspects dissonants? Est-ce qu'on a que des aspects harmoniques, que des aspects dissonants ou que des conjonctions? On peut déjà là avoir une certaine idée globale de la relation qui va pouvoir s'établir entre les deux individus. Ensuite, on va donner plus d'importance aux aspects entre les planètes rapides, c'est-à-dire la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil et Mars. Ça, c'est les planètes qui sont dites rapides, c'est les planètes personnelles, c'est celles qui auront le plus d'importance et le plus de poids finalement dans la synastrie. Ensuite, vous allez vous intéresser aux aspects entre les planètes rapides et les planètes lentes, sachant que dans la gradation, les planètes personnelles dont on vient de parler sont celles qui ont le plus d'importance. Ensuite, Jupiter et Saturne ont un petit peu moins d'importance, et enfin les transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, elles ont carrément moins d'importance, même si il faut en tenir compte. Donc vous allez lister les aspects entre les planètes rapides et les planètes lentes.
Ensuite, les aspects entre les planètes qui sont maîtres de la maison 7, puisqu'elles auront une plus grande importance sur le plan relationnel. Vous allez déterminer donc le maître de la maison 7 pour les deux thèmes et voir comment est-ce qu'elles interagissent entre elles. Ça vous donnera une notion de la manière dont sera vécu finalement, de quelle manière sera vécu ce couple. Et la vision que vous pourrez avoir chacun d'entre vous, les deux personnes en tout cas dont on étudie la synastrie, est-ce que ces visions vont coïncider ou pas? Quand je parle de vision, évidemment, c'est de vision d'association, de la vision du couple, la vision de la manière dont on s'associe. Et enfin, regardez aussi les aspects avec l'ascendant et le descendant. Comment est-ce que les planètes vont interagir avec l'ascendant et avec le descendant? Attention, sachant que ces deux points sur le zodiaque sont opposés. Donc vous pouvez avoir des choses particulières, comme par exemple votre ascendant qui soit conjoint avec, par exemple, le descendant de l'autre personne, et dans ce cas-là, ça donnera une opposition de l'autre côté. Donc tenir compte évidemment de la manière dont est fait un thème. Il y a des choses qui seront évidentes et dont il ne faudra évidemment pas tenir compte. Comme on l'a vu, garder à l'esprit par exemple pour les transsaturniennes, les planètes particulièrement lentes, notamment Neptune et Pluton. Il est tout à fait normal pour des personnes d'un âge proche, par exemple, d'avoir des conjonctions, puisque Pluton va avoir, par exemple, une période de révolution de 250 ans, c'est-à-dire qu'elle va rester entre 12 et 30 ans dans chaque signe du zodiaque. Donc voilà un petit peu ce qui est important, des petites mises en garde, des choses importantes à savoir, pour ne pas donner trop d'importance à des choses qui finalement sont normales et qui apparaissent dans toutes les synastries. Et finalement, c'est en faisant des synastries, en faisant plusieurs, que vous vous rendrez compte de ce qui a réellement du poids, réellement de l'importance, et de ce qui peut être considéré comme secondaire, et encore aussi comme ce qui peut être considéré comme négligeable. Donc maintenant, vous avez tous les éléments en main pour réaliser une synastrie, pour réaliser une comparaison de thèmes. Je vais vous montrer maintenant, faire une petite démonstration, comment grâce à l'espace membre Tempus Magis, vous allez pouvoir très rapidement afficher une synastrie, tous les interaspects, et tirer des conclusions et interpréter une telle comparaison de thèmes. Nous retrouvons maintenant dans l'espace membre Tempus Magis, dans lequel je vais vous montrer comment vous allez pouvoir facilement et rapidement afficher les synastries, les comparaisons de thèmes, et après réaliser donc vos interprétations sur cette base. Donc j'ai préalablement créé et enregistré les cartes du ciel de naissance des deux personnes dont nous allons faire la comparaison. Pour cela, c'est très facile, si vous ne l'avez pas déjà fait, il vous suffit de suivre le tutoriel ici, créer une carte du ciel. Vous avez à la fois une vidéo et une explication écrite sur tous les détails et tous les éléments de comment vous allez pouvoir facilement créer et enregistrer autant de cartes du ciel que vous le souhaitez, pour ensuite pouvoir les comparer entre elles. Donc en l'occurrence, nous allons prendre ici Monsieur Dupont, que nous allons placer au centre de la synastrie, et nous allons comparer avec le thème de Madame Francine que j'ai créé donc préalablement. Nous affichons la comparaison, et vous voyez que ça s'affiche ici tout naturellement, la carte intérieure qui est celle de Monsieur Dupont, et la carte extérieure de Madame Francine. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc ici la synastrie, évidemment, la légende en dessous et les interaspects. Vous avez la possibilité, en cliquant sur ce bouton, de télécharger la synastrie au format PDF, ce qui vous permet de l'enregistrer sur votre tablette, votre téléphone, votre ordinateur, ou encore de l'imprimer sur fond blanc, pour pouvoir travailler ensuite dessus au format papier. Vous avez également un récapitulatif des cartes du ciel impliquées dans cette synastrie. En cliquant sur voir le détail de la carte pour chacun des protagonistes, pour Monsieur Dupont, vous avez ici la carte du ciel qui apparaît avec le récapitulatif des différents points et des aspects. Ça vous permet d'étudier individuellement sa carte sans quitter la page. Et de la même manière, vous avez accès à la carte du ciel de Madame Francine. De la même manière, vous pouvez aussi, si vous souhaitez travailler sur papier, imprimer les cartes du ciel de chacun des protagonistes, donc les imprimer ou les récupérer en PDF en cliquant sur les boutons ici qui se trouvent en dessous de chacune des cartes. Dans l'exemple qui nous occupe ici, on va d'abord s'intéresser, comme nous l'avons vu dans la première partie du cours, à la manière dont Monsieur Dupont va vivre, va interagir dans le cadre de l'association et du couple. Pour cela, nous affichons sa carte du ciel individuelle que nous avons ici. Donc ce que l'on voit immédiatement, c'est que la Lune se trouve dans le signe du Lion. Donc on peut dire que la femme idéale pour Monsieur Dupont sera une femme qui sera belle, élégante, qui aimera également les divertissements, les sorties, les loisirs. Quelqu'un en tout cas qui attirera les regards.
On a également une conjonction dans son thème astral entre la Lune et Vénus. C'est intéressant puisque du coup, si on s'intéresse à la femme amante pour Monsieur Dupont, eh bien finalement on se rend compte qu'elle aura les mêmes caractéristiques que la femme épouse, avec une place très importante, prédominante des sentiments et de l'amour, une vie sentimentale donc, au centre de cette association, de ce couple, on peut le dire. Également avec ces deux signes, et notamment la Lune dans le signe du Lion, une femme donc avec une grande importance, qui accorde une grande importance aux enfants, au foyer, mais également une femme, comme on l'a vu, à la fois mère, mais aussi femme, puisque quelqu'un qui attire à elle les différents regards. On va s'intéresser également, vous vous rendez compte que le thème que j'utilise ici est également le thème que j'ai pris pour illustrer le cours vidéo que vous venez de voir. Donc on a la pointe de la maison 7 qui se trouve au même endroit, évidemment dans le signe du Taureau. Ce qui montre donc la recherche d'une union stable et sécurisante. Dans la maison 7, on a donc Saturne, avec un mariage qui sera peut-être tardif, ou peut-être avec un décalage d'âge entre les deux personnes, ce qui n'est pas forcément le cas ici, puisqu'on voit que les deux personnes ont quelques années d'écart simplement. Ce qui est intéressant, c'est que en tout cas cette union, cette association sera marquée par le sérieux, par la responsabilité et par la valeur de la fidélité. Le maître de la maison 7 est donc Vénus, on l'a déjà étudié, se trouve dans le signe du Lion, donc une importance plus accentuée encore au niveau de la réussite et de ce couple qui doit finalement être éclatant, briller, être remarqué de l'extérieur et qui doit occuper le centre même finalement des débats et de l'attention lorsque les personnes sortent. Nous allons maintenant débuter cette synastrie et commencer à regarder un petit peu la comparaison. Et nous allons suivre la méthode de l'approche rapide. On va noter rapidement qu'il n'y a rien d'important. C'est-à-dire que le soleil de M. Dupont est dans le signe du Cancer, qui est un signe d'eau, c'est un signe cardinal. Et le soleil de sa prétendante donc, est dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre, donc pas de même élément, et c'est un signe de mode mutable, donc le mode est différent. Pareil pour la lune de monsieur est un lion et de madame dans le signe de la balance. Donc le lion est un signe fixe, c'est un signe de feu, la balance est un signe cardinal et un signe d'air. Encore une fois, on n'a pas de concordance ni au niveau des modes, ni au niveau des éléments. Enfin, pour ce qui est de l'ascendant, l'ascendant de monsieur se trouve dans le signe du Scorpion, c'est un signe fixe et un signe d'eau. L'ascendant de madame Francine, se trouve dans le Capricorne. C'est un signe cardinal et c'est un signe de terre. Encore une fois, aucune concordance, ni dans les éléments, ni dans les modes pour le soleil, la lune et l'ascendant. On peut donc dire que finalement, au niveau de cette approche rapide, ici, elle ne nous apporte pas grand-chose. Nous allons maintenant passer à l'analyse à proprement parler de la synastrie, c'est-à-dire des interaspects que vous retrouvez ici. Vous avez toute une liste, donc ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, soit les imprimer et noter pour trier les aspects harmoniques, les aspects dissonants et les conjonctions, soit travailler comme ça avec un petit carnet, c'est intéressant aussi de noter, ça permet d'intégrer les choses et de faire travailler aussi vos ressentis, votre intuition, de manière un petit peu plus facile à mon sens qu'avec une lecture simple comme ça sur écran. En regardant cette synastrie, on se rend compte par exemple que l'on va avoir Mercure qui va être opposé à l'ascendant de Madame et également Mercure qui va être donc évidemment conjoint au descendant de Madame Francine. On a là une certaine complémentarité au niveau intellectuel, une bonne communication, les échanges sont très importants. Avant cela, effectivement, j'avais fait cet exercice et on se rend compte qu'on a 12 aspects harmoniques dans ce thème. On a 4 aspects dissonants et 4 conjonctions, donc finalement plutôt une bonne entente. Et c'est intéressant parce qu'on a quand même quelques aspects dissonants qui vont venir pimenter quelque part cette relation. On les voit notamment apparaître ici. Donc les échanges sont très importants, ils sont au cœur de cette relation, ça c'est quelque chose de bien. On aperçoit aussi que Vénus de M. Dupont est en carré avec Neptune. Donc là, attention au fait de ne pas idéaliser la relation, puisqu'on pourrait du coup se heurter à des désillusions. Attention à ne pas aller vers une vision du couple qui serait vraiment idéalisée à l'extrême, et du coup on serait forcément déçu. Attention, voilà, contre quoi cette synastrie vous met en garde. On a également une conjonction entre Uranus de M. Dupont
et la conjonction donc avec Mercure. Les échanges sont constructifs, les échanges sont vifs. C'est quelque chose qui est encore une fois très important. Attention toutefois à cette conjonction qui peut parfois apporter du stress et de l'excès au niveau mental, c'est-à-dire une relation qui se baserait uniquement parfois sur de la discussion, sur des spéculations, sur de l'esprit. Attention à cela, cet aspect vous met en garde. Bien que la conjonction ne soit pas un aspect évidemment dissonant. On a également une conjonction entre Pluton et Mars. Alors là, on a quelque chose qui met au cœur vraiment la passion, la pulsion et le désir physique, qui est tout à fait harmonieux entre M. Dupont et Mme Francine. Quelque chose qui pourra en tout cas se faire sur le plan et sur le mode passionnel. Ensuite, on va également voir un ensemble comme ça d'aspects entre le milieu du ciel et le fond du ciel, ce qui va nous donner en fait pas mal d'aspects harmoniques entre le fond du ciel et le milieu du ciel et les planètes de Mme Francine, ce qui va donner une projection commune sur le chemin de la vie, c'est-à-dire de là où on part finalement des racines, mais également de l'ambition, de là où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on se projette. Donc finalement, ça c'est très intéressant, encore une fois, pour reprendre la citation de Saint-Exupéry, qui disait que l'amour finalement ce n'était pas se regarder dans les yeux, mais c'était regarder ensemble dans la même direction. Eh bien, on a finalement là des personnes qui se regardent dans les yeux, mais qui aussi se projettent et qui regardent ensemble dans la même direction. Donc ce que l'on pourrait conclure en fait de l'analyse de cette synastrie, eh bien, ce serait que les échanges et les débats d'idées sont au centre de ce couple, avec une stimulation intellectuelle importante, simplement attention à ce que ça ne devienne pas finalement au bout d'un moment trop stressant, une vision commune aussi du but, de l'ambition et de la réalisation. Sur le plan physique, une excellente entente, on l'a vu avec la conjonction Pluton et Mars. Une relation affective cependant délicate, attention à ne pas vous leurrer, et surtout attention à ne pas chercher un idéal qui finalement n'existerait pas. Ce qui est intéressant en fait quand on analyse ce synastrie, c'est qu'on se rend compte qu'on tombe entre guillemets sur nos pattes avec l'analyse qui avait été faite de la maison 7 de M. Dupont. Finalement, ce qui veut dire que c'est un mode relationnel et un couple qui conviendrait tout à fait à la façon de vivre de M. Dupont. Donc voilà ce que l'on peut tirer d'une synastrie. Comme vous le voyez, c'est très facile à faire dans l'espace membre Tempus Magis, et vous pouvez en faire surtout autant que vous le désirez, puisque vous pouvez enregistrer autant de cartes du ciel que vous le souhaitez. Elles sont conservées ensuite, tant que vous gardez votre compte, elles sont conservées dans votre compte, donc vous pouvez le faire à tout moment, les afficher, et même, comme on l'a vu, les télécharger. C'est très facile, et avec tous les éléments que je viens de vous donner dans cette vidéo, dans ce petit cours, eh bien vous avez toutes les informations pour maintenant, à votre tour, commencer à créer et à interpréter vos propres synastries, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine sentimental ou que ce soit dans le domaine professionnel ou même dans l'association, ou dans le cas d'association sportive ou de loisirs. Vous avez maintenant vraiment toutes les infos et tous les éléments pour être autonome à ce niveau-là et débuter dès maintenant l'analyse de ces synastries. Eh bien, je crois qu'on a maintenant parlé de tout ce qui est important à ce niveau-là. Évidemment, pour aller plus loin, il existe des livres sur le sujet, mais avec ces informations, vous avez déjà de quoi débuter, comme je vous le disais, et être autonome, et vraiment dégager à la fois les lignes principales des associations et de la relation qui peut être établie entre deux personnes, entre deux individus, mais vous avez aussi de quoi faire quelque chose de beaucoup plus fin, à la fois par l'analyse de la pointe de la maison 7, mais aussi par l'analyse des interaspects, comme on vient de le voir. Voilà, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, et puis une excellente pratique de ces synastries. Je vous dis à très bientôt. Bye.